Mais cette culpabilité-là, je l'ai beaucoup ressentie. Je me sentais mal des fois de moi être en forme, tu sais. Ouais. Puis de savoir que lui, sa journée était plate. Ce qui me faisait réfléchir, c'est quand on est parent d'un enfant handicapé, je suis pas certaine qu'on se voit souvent comme proche aidant. Ce qui est le fun aussi du rôle d'intervenant, c'est qu'on est témoin de ça. On est témoin de voir les belles choses qui peuvent se passer au travers de la proche aidance. Oui, il y a des deuils blancs. Oui, il y a des étapes pas faciles. Quand ils arrivent dans le bureau, on leur dit pas que ça va être facile. Bonjour, ici Marina Orsini et bienvenue à cette deuxième saison 2 de ce balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. Un balado sur la proche aidance qui est produit par et grâce à l'organisme L'Appui pour les proches aidants. Un organisme, en tout cas ceux qui étaient là la première année, vous le savez déjà, un organisme qui vise à améliorer en fait la qualité de vie des personnes proches aidantes du Québec et à faire connaître aussi toute la diversité des services auxquels vous avez droit, auxquels vous avez accès. Il y en a bien des services. Je dis toujours que être ou devenir un proche aidant, c'est vraiment c'est une bombe qui tombe dans notre vie. C'est une réalité qui nous touche tous, qui va nous toucher tôt ou tard dans notre vie, que ce soit dans notre propre vie, dans notre famille, chez nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Et la beauté à travers tout ça, je dirais, c'est qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'amour. Les histoires qui résonnent, c'est des grandes histoires d'amour parce que être aidant, ça passe par l'amour, par beaucoup d'amour. Et on espère que ces histoires-là, donc, vont résonnent chez vous, vous réconfortent, vous inspirent, en fait, vous rassurent. Et à nouveau, pour cette deuxième saison-là, chaque semaine, il y a des personnes proches aidantes. Il y aura des experts du milieu qui vont nous rejoindre pour 8 épisodes afin d'explorer 8 thématiques universelles de la proche aidance. Vraiment, au programme, vous le savez, une foule d'émotions, des témoignages de vie, mais aussi des conseils et des ressources. Cette semaine, on va parler de la recherche d'aide. C'est vraiment la clé parce que de l'aide, il y en a. Parce que ceux qui aident méritent d'être aidés. Ça, c'est assez majeur et important. Et donc, pour discuter de tout ça, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une comédienne que j'adore, qui joue ma fille, en fait, dans la série Une autre histoire, Debbie Lynch-White, qui a été proche aidante plus qu'une fois dans sa vie à un très jeune âge. On aura aussi Sophie Van Youvanuise, qui est psychoéducatrice et maman. C'est la maman qui est plus là aujourd'hui. Maman de Joséphine, qui est née avec des besoins assez particuliers. Également aussi Christelle Cornelis, qui est intervenante psychosociale à la MRC de Mascouche. Je peux vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison, puis je vous souhaite la bienvenue au balado des proches aidants. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver, heureuse de parler de proche aidance à nouveau. Vous le savez peut-être déjà, moi j'ai été la proche aidante de ma maman pendant 4 ans et demi. Ma mère est décédée d'un cancer du côlon en juillet 2013. Ça a été de toute évidence une expérience très marquante, inutile de vous le dire, dans ma vie, très enrichissante et aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, très exigeante. Ça a été vraiment pour moi un privilège de l'accompagner. Et j'ai eu une chance, c'est que moi, j'ai eu de l'aide de ses sœurs. Mes 3 tantes étaient là avec moi. Donc, j'ai été accompagnée. Je n'étais pas seule, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, il faut, je pense, accepter à un moment donné de l'aide. Puis, il faut aussi comprendre que de l'aide, ça existe, puis on a le droit de demander de l'aide. J'ai devant moi, je viens de vous parler de ma mère, je viens de vous parler de moi, sa fille. J'ai devant moi une comédienne que j'aime vraiment beaucoup. Une comédienne qui joue ma fille en ce moment encore, parce que c'est pas encore terminé, dans la télésérie Une autre histoire, qui a été proche aidante, je pourrais souligner souvent dans sa vie. Très jeune même, la belle Debbie Lynch-White, bonjour. Allô. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, C'est vraiment. vraiment, puis tu m'as dit oui spontanément, ça n'a pas été compliqué, oui. on s'est écrit, tu m'as dit oui, quand, où? Dis-moi l'heure. On est là, vraiment. Là. Puis je trouve ça généreux de vouloir partager ce vécu-là avec nous autres, Debbie. Tu sais, c'est d'ouvrir, veux pas, des tiroirs très intimes de ta vie. Fait que je trouve qu'en tout cas, on est privilégié d'avoir accès à ça. Quand on regarde, écoute, t'avais 14 ans. Ouais. Ça s'est passé sur une période de 10 ans. Donc, de 14 à 24 ans. Ouais. D'abord, parce qu'elle a plus qu'une histoire, avec ton papa. Pourquoi Ouais. ton père? Qu'est-ce qui est arrivé à ton père?
Mais mon père, à 42 ans, il a eu un diagnostic de sclérose en plaques. Puis, dans son cas, ça a été très fulgurant. Ça a été, tu sais, il y a une forme... Ils disent plus t'es jeune, plus c'est virulent, hein? Oui, aussi. Ouais. Puis donc, tu sais, en 2 ans, il était en fauteuil roulant, aux couches. J'avais de la misère à comprendre. Tu sais, ça affecte la locution. Déjà. Donc, ça a été très rapide. Puis tu sais, c'est ça, c'était une drôle d'adolescence, puis de début de vie d'adulte, tu sais, parce que... Mais toi, tu vivais avec ton papa? Non, mes parents étaient divorcés. Oui. Ils étaient divorcés depuis que j'avais 11 ans. Puis je suis enfant unique. Fait qu'il y avait... C'était que moi, tu sais, j'étais toute seule là-dedans. Genre, vraiment. Mais son père m'a aidé quand même. Mon grand-père s'en occupait. Était présent. Prenait le relais. Tu sais, mais ouais, j'ai été bien toute seule là-dedans, mais en même temps, c'est ça qui est drôle. Tu sais, des fois, on dirait que quand tu vieillis, tu repenses à ça, puis j'ai l'impression que c'était une autre vie. Mais toi, tu dis que ça n'a pas scrappé mon adolescence, là? Non, j'ai eu du fun quand même. Ouais, mais toi, t'es une bonne nature aussi, là, au départ, tu sais. Oui. Mais quand même, 14 ans. Mais c'était, tu sais, je veux dire, je partais de l'école, puis j'allais faire son épicerie, j'allais régler ses comptes à la banque, je m'occupais de la pharmacie, tu sais, tout ça. Les rendez-vous à l'hôpital, c'est moi qui l'accompagnais toujours. Tu sais, j'étais toute seule pour tout faire. Mais, tu sais, quand t'as les 2 pieds dedans... Ouais, c'est ta vie, c'est ça, c'est notre vie. On s'organise, hein? On s'organise, on s'habitue à tout, puis ça devient... C'était ça, tu sais, ça devenait naturel, puis en fait, c'est si j'y allais pas, il mangeait pas. Tu comprends? C'était ça, l'équation. Pour moi, c'était d'une évidence qu'il fallait que je sois Ben oui, si t'étais pas là, ton père... l'aimais, puis ben oui. je veux dire, c'était mon père, là. Mais... Donc, ton rôle, si on disait, là, ton rôle au quotidien de proche aidante, c'est d'abord t'es sa fille, mais donc, toi, tu partais à l'école, en finissant l'école, t'arrêtais à la pharmacie, puis parce que tu savais que vous aviez besoin de telle affaire. C'est ça, parce que moi, j'habitais pas avec lui, j'habitais chez ma mère, mais il y avait la garde partagée. Ouais. Donc, puis tu sais, après ça, je suis partie en appart à 19 ans, puis tout ça. Tu sais, ça a suivi, ça l'a accompagné tout mon début de vie d'adulte. J'allais à l'école au théâtre à Saint-Hyacinthe, je reprenais l'autobus de Saint-Hyacinthe une fois par semaine pour revenir, faire tout ce qu'il avait besoin. Puis c'est là que mon grand-père a un peu plus aidé parce que, tu sais, il y a quand même un côté de moi qui se disait, moi aussi, je dois construire ma vie, tu sais. Ben, il faut que j'aille à l'école. À cet âge-là, tu fais, ben, moi, il faut que j'aille à l'école. Parce que ça peut devenir accaparant aussi, tu sais, ça peut devenir... ça l'est. C'est exigeant, oh, comme mon tu Dieu, disais, oui. tu sais, puis puis c'est ton père, fait que tu veux pas le laisser, puis tout ça, mais à un moment donné, tu sais, il faut que toi aussi, tu penses à toi là-dedans, puis fait que j'ai été beaucoup déchirée entre ces 2 positions-là, mais en même temps, tout ça était naturel, puis tu sais, tu disais que toi, tu as eu de l'aide de tes tantes aussi. Ouais. Mais moi, ce que je remarque, tu sais, quand j'y repense maintenant, écoute, ça fait 12 ans que mon père est décédé, quand j'y repense maintenant, je suis comme, mon Dieu, que... J'ai l'impression qu'il y en avait moins, en tout cas. C'est ça, parce que tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide, il n'y avait pas beaucoup de ressources de ce que tu savais, en tout cas. Mais de ce que je savais, puis tu sais, il faut se rapporter aussi, il n'y avait pas Internet. Tu sais, mon premier ordi, je l'ai eu à 19 ans, là. Fait que, tu sais, entre 14 et 19 ans, tu t'arranges, tu te débrouilles. Tu sais, le CLSC aidait, il y avait une infirmière qui venait à la maison. Tu sais, il y avait quelques soins comme ça, mais... elle venait le laver, puis tout ça, mais tu sais, c'était complexe. Puis c'est aussi que, sans doute qu'il y en avait des ressources que je connaissais pas, mais à cet âge-là... Mais ton entourage, je veux dire, tu sais, t'allais à l'école, tes profs, ils étaient-tu au courant? L'école était-tu au... Non. Non, c'est les gens ça, j'en parlais pas courant. vraiment. Tu sais, quand ça arrivait, tu sais, mes amis proches étaient au courant, mais on dirait que c'est quelque chose que je parlais pas, puis justement, je sais qu'il y a dans tout ça le fait que moi, je pense que j'ai pas été apte à aller chercher de l'aide à ce moment-là. Ben, t'étais petite aussi. J'étais jeune, tu sais, je savais, c'était flou pour moi tout ça, tu sais, j'étais très dans le concret de faire, OK, on se pose pas de questions, oui, c'est ça. C'est tout, je vais aller à l'épicerie, tu sais, puis j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, puis tu sais, ça m'épuisait pas tant que ça. C'était ta responsabilité, t'étais responsable, oui, fait que mais ça allait de ça. soi. Tu deviens comme le parent de ton parent. Ouais, mais ton parent, justement, ton père, comment il vivait ça avec toi, ton père? Qu'est-ce qu'il te disait? Il était-tu mal? Il était-tu pas heureux de ça? Ça a été tough, là. C'était dur. Tu sais, lui, je pense qu'il a jamais vraiment accepté ce qui est arrivé. Puis, tu
Tu sais, parce que tu deviens prisonnier de ton corps, mais tu perds pas ta tête, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose, je trouve, de tellement tragique dans ce qu'il vivait. Puis, tu sais, je le voyais qu'il était reconnaissant, tout ça, mais tu sais, c'était pas un homme non plus qui parlait beaucoup de ses émotions ou qui, tu sais. Mais oui, je pense qu'il trouvait ça dur, tu sais. Puis tu disais c'était un peu comme en montagne russe aussi par moment là, hein? Oui, pour toi et pour lui, pour vous, toi de le voir comme ça, lui de te regarder à 14 ans, 15 ans de... Oui, complètement. Puis c'est drôle parce qu'on n'en a jamais parlé. Tu sais, j'ai jamais eu cette conversation-là avec lui à un moment donné de faire hey, toi, comment tu trouves ça? Là? Tu sais, c'était ça la vie. Ouais. C'était ça la vie. Fait qu'on se posait pas de questions. C'est maintenant, à 35 ans, que tu regardes ça. J'aurais plein de questions à poser puis que j'ai un recul. Mais ouais, c'était difficile, mais c'est ça. C'était la réalité. Puis c'est sûr qu'émotivement, c'est quelque chose aussi. Puis t'étais proche de ton papa, moi, tu m'en as déjà parlé. Oui, T'en as souvent parlé. Oui. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que, tu sais, pendant 14 ans, moi, j'ai des souvenirs là, de mon père enfant. Moi, ce que je fais tout avec lui. Puis du jour au lendemain, rien de tout ça existe. T'sais. Tout ça disparaît. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu as les médecins qui essayent de t'expliquer c'est quoi la sclérose en plaques. Mais tu sais, tout était flou. Puis tu sais, mon père, il essayait toujours de... Tu sais, il me rassurait beaucoup. Tu sais, mon père, c'est le genre à faire « Hey, inquiète pas. Ça va bien aller. Ouais. Puis je vais être correct. Puis tu sais, on peut vivre longtemps avec ça sans rien avoir. Puis tout ça. Puis là, bang, chaise roulante après 2 ans. Puis là, tu fais « Voyons. Ouais. » Tu sais, fait mais j'ai vraiment l'impression que à ce moment-là, je me posais pas. Ouais, mais t'as dû avoir quand même, Debbie, puis je te pose la question, t'as-tu eu des moments le soir quand tu te couchais dans ton lit, là? Tu sais, t'as-tu eu des moments où tu te sentais perdu, que t'avais eu de la peine immense? Ton père, il voyait-tu que t'avais de la peine? Tu te permettais-tu de pleurer devant lui, de pleurer avec lui? Lui, il se permettait-tu ça? Ben, lui, il y avait... Mon père pleurait pas souvent dans la vie, mais dans la période où il a été malade, oui, tu sais, puis on écoutait beaucoup de musique ensemble, on écoutait des vinyles ensemble, puis tout ça, puis je sais qu'il y avait une chanson en particulier, dès que ça commençait, il casse en deux, puis j'avais jamais vu mon père pleurer comme ça, puis je sais que c'était teinté de tout ce qu'il vivait, mais oui, tu sais, je veux dire, moi, j'ai à chaque fois que je fermais la porte de chez eux, je pleurais dans le corridor, tu sais. Genre... Ça a-tu affecté, genre, tes notes à l'école? Veux pas, là, t'étais-tu un peu éparpillé dans ta tête, dans ton cœur? Pas à ce niveau-là. Ça n'a pas hein. affecté. Je pense que j'ai, comme tu dis, j'ai une bonne nature. J'avais beaucoup d'amis autour de moi. Je pense que j'ai une force que je sais pas où je vais puiser des fois, mais elle était là. Puis, mais oui, c'est sûr que c'était dur. C'est sûr, tu sais. Ou tu sais, des fois, j'arrivais, puis il était couché par terre. Puis ça faisait 2 heures qu'il était là. Parce qu'il était pas capable de se relever, puis il s'était cogné. Puis, tu sais, c'est tout ça, tu sais. Puis, tu sais, on parlait des montagnes russes. Ça te fait apprécier, là, les petites affaires, là. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose que j'ai appris de ça, puis qui m'a forgé à travers ça, vu que j'étais jeune, c'est d'apprécier les petites victoires, tu sais, les petits bonheurs, de juste se dire, juste se lever en ce moment puis aller aux toilettes, là, ça peut être un projet d'une demi-heure, 45 minutes, tu sais. Toutes les choses qu'on prend pour acquis dans la vie, là, puis auxquelles on réfléchit pas, ça peut devenir des gros enjeux. Puis c'est ça qui m'émeut encore, puis tu sais, il y avait des bons moments, il y avait des victoires, il y avait des moments où tu fais, OK, tu sais, il y avait un plateau, là, la maladie avançait pas, puis tu sais, ça allait bien. Ou il y a des journées où il se sentait un peu plus en forme. Mais ça allait jamais en s'améliorant parce que c'est une maladie qui c'est dégénératif. Fait que c'est sûr que ça s'en va pas. T'as une bonne journée, mais demain, tu peux descendre 3 marches, là. Mais exact. Ouais, fait que c'était ça. C'était des up and down tout le temps. Puis je sais qu'à un moment donné, mon père a abdiqué. Je sais tu te souviens de ça? Ouais, je sais que vers la fin, il a arrêté les médicaments. Je sais qu'il a baissé les bras à un moment donné, puis je le comprenais, là. Il y a vraiment un côté de moi j'aurais pas lutté contre ça avec lui.
Ben, lui, il vivait dans son corps. Fait que, tu sais, oui, psychologiquement, moi, je repense toujours à ma mère, tu sais. Ouais. Psychologiquement, c'est tellement dur. Moi, je dis toujours, ma mère, aujourd'hui, elle est plus là, puis je peux me permettre de dire ça. Moi, je pense que ma mère, elle a été un peu comme en dépression pendant 4 ans et demi. Un peu comme un chevreuil qui est ébloui par des phares d'auto la nuit, là, puis qui reste figé. Là, moi, je pense que ma mère est restée figée pendant 4 ans et demi. Tu sais, mais tu vois, je sais que j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Pourquoi? À travers ça. Même petite, là, entre 14 et 24. Même jeune, parce que on dirait que souvent, ça m'arrivait, c'est drôle, ça vient de me repopper, j'avais pas réfléchi à ça depuis longtemps, mais souvent, je me rappelle que je vivais, tu sais, j'étais dans un party, mettons, où je vivais quelque chose de super le fun. Puis tout de suite, souvent, là, il y avait une minute où j'y pensais, puis je me disais, oh mon Dieu, lui, il est assis dans son fauteuil, dans son salon, puis c'est l'ennui total, tu sais. Fait que ça aussi, ça brisait tes moments de plaisir où tu te permettais de décrocher, puis c'est normal. Là. C'est toujours là dans ta tête, c'est toujours, ça t'accompagne tout le temps, tu sais, puis ouais, mon Dieu, je viens comme émotive. mais je te comprends tellement, c'est ton histoire, c'est ton père, c'est ta vie, c'est... Mais cette culpabilité-là, je l'ai beaucoup ressentie. Je me sentais mal des fois de moi être en forme, tu sais. Ouais. Puis de savoir que lui, sa journée était plate. Puis que sa vie... Que quand il a abdiqué, j'étais 100% d'accord. Ben oui. Puis tu dis, tu sais, il y a eu des beaux moments, puis il y a eu des mauvais moments. Ouais. Moi aussi, tu sais, je pense avec ma mère, là, je dis, il y a des moments où on s'est chicané, là, tu sais, parce qu'elle, genre, elle prenait pas ses médicaments ou elle voulait pas manger. Puis il y a d'autres moments où on a eu des moments de complicité. Moi, ma mère, elle allait en traitement là, de chimio pendant 4 ans, là. Ouais. Écoute, on était là à 7h30 le matin, puis on sortait de là quasiment à 18h le soir. Là, c'était long parce qu'elle avait des réactions allergiques, puis c'était très, très, très long. Là. Mais on a eu des moments où on a ri, on a eu des moments de complicité extraordinaires. Puis moi, je me dis d'avoir eu accès, j'étais plus vieille que toi, là, mais puis peut-être tu t'en rendais pas compte, mais ça nous donne accès à quelque chose d'unique aussi dans notre vie. Hein? Complètement, mais tu vois, ça, je l'ai vraiment plus ressenti, sans doute parce que j'étais plus vieille avec mon grand-père. Ben oui, puis on va en parler parce que mais j'ai pas fini de te poser des questions parce que veux pas, tu sais, les membres de ta famille, ne serait-ce que ta mère, tu sais, ta mère, elle faisait-tu comme ça n'a pas de bon sens? T'avais-tu des tantes, des cousins, des voisins qui trouvaient que ta situation, ça avait aucun sens? Ben, pas tant, on dirait. Tu sais, ma mère était très distanciée de tout ça. Je pense qu'elle voulait plus être en contact tant que ça avec mon père, puis tout ça. Puis je sais pas à quel point elle avait les outils pour me supporter là-dedans. Mais c'est qu'on n'est pas une grosse famille. Tu sais, du côté de mon père, c'était mes grands-parents, mon père puis moi. Ouais. Puis tu disais que ton grand-père était présent. Oui, fait que tu sais, mais il y avait pas de ma tante, il y avait pas de cousin, il y avait pas de cousine. Tu sais, quand il est décédé, je vidais son appartement toute seule. Tu sais, j'ai tout vécu ces affaires-là toute seule. Puis je t'avoue que ces moments-là, je me rappelle clairement me dire dans ma tête, hey, là, j'aimerais ça avoir un frère ou une sœur, on dirait, ou tu sais, j'aimerais ça qu'on soit comme une gang là, en train de s'aider puis tout ça. Il y a des bouts où j'ai trouvé ça très dur d'être toute seule là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'était ça. Puis oui, il y avait quand même, il y avait des moments de grande beauté à travers ça quand même. Puis tu sais, j'y repense maintenant, puis jamais j'échangerais ce que j'ai vécu. Non, c'est sûr. Tu sais, ça a fait qui je suis, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des grands cadeaux à travers ça? Il y a des grands cadeaux à travers ça. Des grandes leçons, des grands apprentissages, à la dure des fois, sauf que je veux dire, ça fait... Ça n'a pas de prix. Ça fait qui je suis absolument. À 100%. Puis, ouais, genre, j'échangerais pas ma vie, là. Puis tu dis, tu sais, à cette époque-là, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 19 ans. Fait qu'après ça t'a un peu ouvert aussi vers l'aide que tu pouvais avoir. Tu dis, bon, le CLSC... Oui, à un moment donné, tu as eu quelques... Oui, il y a eu des ressources un petit peu. Tu sais, c'est surtout l'infirmière, puis tout ça, tu sais, parce qu'il y a des choses que je pouvais pas faire non plus. Tu sais, il y avait le transport adapté qui était là pour tous les rendez-vous à l'hôpital. Ouais, t'avais accès à ça. Ouais, fait que ça, c'était super. Parce que, tu sais, en plus, ado, je conduisais pas, là, tu sais, j'avais pas de permis de conduire ni rien. Fait que...
Mais tu sais, en même temps, j'en ai pas eu. Tu sais, j'en ai pas eu tant que ça de l'aide, mais je pense vraiment que c'est parce que je savais pas où chercher. Je savais pas. Je ne savais pas. Tu sais, t'as 15 c'est souvent ans, puis t'es ça, comme, ouais. je sais pas ce qui existe. Je sais pas. Puis on dirait que le fait que mon père acceptait mal sa maladie, Ça compliquait l'affaire un ça peu. faisait que on dirait que je gardais ça en silence pour lui. Tu sais, j'osais pas aller demander de l'aide non plus parce que je savais que lui, il voulait pas se montrer comme ça puis qu'il avait honte. Fait que ça aurait été encore plus douloureux pour lui d'avoir Oui. du monde qui vienne chez vous. Puis Ouais, c'était c'est compliqué, ça. en fait. Ouais, Ouais, tu sais, fait que on l'a vraiment vécu ça comme ensemble, en petite bulle puis en petite équipe. Mais tu sais, je veux dire, je le descendais du 3e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, là. Tu sais, Puis ton père, c'était une bonne pièce d'homme, mon là. père, c'était un 6 pieds, J'ai vu des photos de lui, costaud, oui. tu sais, je le descendais sur mon dos, là, tu sais, puis je remonte la chaise, descends la chaise. Tu sais, T'étais c'est forte. toutes ces choses-là comme auxquelles on pense pas nécessairement, mais que hey, la journée du rendez-vous à l'hôpital, t'es brûlé, là. Puis c'est avec le recul que tu fais comme ça avait aucun sens. Je sais. Ça fait pas de bon Tu sais, sens que j'ai fait j'étais en ça. secondaire 4, là, puis je le descendais sur mes épaules, puis j'étais comme, c'est absurde, puis j'aurais aimé ça, être capable d'aller chercher plus d'aide. Ouais, Puis c'est sûr. puis je pense qu'aujourd'hui, il y en existe encore plus Ben, aussi. tu as mentionné ton grand-père, parce que je le Oui. disais tantôt, tu sais, plus qu'une fois. Donc, entre l'âge de 30 et 34 ans, tu as été la proche Ouais. aidante de ton grand-père, donc du Le père de ton mon père. ouais. Imagine. Oui, les Monsieur White, je les ai gérés. C'est ça, les Monsieur White. Je les ai gérés. Puis ça a été comment? Ça a été plus court, ça a été sur une période de 4 ans. Ton grand-père avait quel âge? Il est décédé avec 81. Puis lui, c'est quoi? Il vivait chez lui ou il était dans Ouais. une résidence, mais c'est toi qui l'aidais, il n'y avait pas personne d'autre pour le... Ben j'ai tout vécu ça avec lui. Il était chez lui. Puis là, évidemment, à un moment donné, il vient un moment où il peut plus rester seul. Donc, Mais tu sais, c'était quoi sa maladie? C'est la vieillesse surtout? c'était la vieillesse surtout. Les mais lui, limitations. c'était les poumons. Tout lâchait. On C'est va ça. le dire de même. Ouais. Il y avait des problèmes de poumons, problèmes de cœur, mais c'était pas une maladie en particulier, mais la vieillesse et tout ça. Puis il était en forme, tu sais, il était vraiment, il était quand même Il était capable tout là, de là. marcher. Il avait toute sa tête, Ouais. il était capable de marcher, tout ça, mais tu sais, c'est au niveau des organes que ça allait moins bien. Puis donc, tu sais, je l'ai déménagé dans un premier centre pour personnes âgées, mais là, ça faisait plus ou moins l'affaire. Avec des soins après ça? Oui, il y avait des soins, il y avait, tu sais, mais ouais, tu sais, il y avait le coiffeur, toutes ces choses-là. Fait que oui, ça a été plus léger avec mon grand-père. Après ça, il a été dans un autre centre, mais il est arrivé un incident. La première nuit qu'il était là, il a manqué le lit en s'assoyant, puis il est tombé. Fait que là, le matin, tu sais, le lendemain matin, je vais voir, j'arrive avec des muffins, genre comment ça s'est passé sa première nuit, je m'en vais le voir, il crie là au bord de la porte, je paniquais. Puis finalement, il a été à l'hôpital, il a été en physio après pendant plusieurs mois, fait que là, je l'ai accompagné là-dedans dans un autre centre. Puis finalement, à un moment donné, il est rentré dans un CHSLD, puis ça a pas pris de temps, là. Mais là, tu avais de l'expérience, tu étais un Oui. peu mieux équipé, puis là, tu étais rendu une adulte aussi, là, veux pas... Ouais, puis tu vois, les moments de grande joie dont tu parlais, là, les fous rires, tous ces moments-là, je les ai vraiment eus avec mon grand-père. Je les ai vraiment plus eus. Puis je pense que ça joue beaucoup sur le fait, dans leur histoire à eux, que mon grand-père était complètement en paix avec la mort, avec la maladie. Ça Mais il le était beaucoup stressait plus pas. vieux, hein, Il c'est était sûr. plus Ton vieux. père était tellement Mais jeune. exact, c'est sûr, tu sais. Fait que je pense que la façon que mon père le vivait a beaucoup teinté comment moi je l'ai vécu, puis comment on dirait que les moments de joie étaient plus difficiles. Mais mon grand-père, tu sais, c'est ça, on était tous les deux plus vieux. C'est une autre histoire, c'est Ouais, complètement c'est autre une autre chose, histoire. tu sais. C'est complètement autre chose. Puis oui, tu sais, on a eu beaucoup de fun aussi à travers ça. Puis c'est fou comment d'être sa proche aidante, ça m'a rapproché de lui, là. Puis je pense que ce qui me rapprochait beaucoup aussi de lui, c'est que
on dirait que j'avais un besoin de connaître, tu sais, de tout connaître de notre histoire. J'y posais plein de questions. On avait des grandes conversations. Il tripait sur ma blonde, tu sais. Ça t'a donné accès à ça. Ça m'a donné À travers accès ce à rôle-là. ça. Ben ouais. Puis parce que, encore une fois, dans notre histoire à nous, en ce moment, je suis rendue la dernière white. Tu sais, j'ai plus de famille de ce côté-là. Fait qu'il y avait ça qui m'habitait beaucoup, de faire comme... Je veux connaître mon histoire, C'est juste lui qui C'est peut me ça. la raconter encore, tu sais. Puis il nous appelait les survivants, tu sais, parce que ma grand-mère est décédée aussi, puis ça, fait qu'il disait, on est les survivants, nous autres. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de vie-là, Debbie? Tu sais, d'avoir été proche aidante si jeune, après ça, d'avoir été proche aidante de ton grand-père. C'est sûr que ça a forgé qui tu es aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu me l'as dit un petit peu tantôt, là, mais... Écoute, je retiens... Le précieux de la vie, hein? Ouais, c'est ce que tu as dit, ça m'enseignait. Ouais. Ah oui. Je retiens que c'est fragile. Je retiens que il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, qu'on devrait porter davantage attention puis être encore plus reconnaissant d'être en forme. Puis, mais je retiens la proximité que j'ai eue avec eux. Tu sais, c'est un privilège. Ouais, il y a personne qui a été plus proche que c'était pas possible d'être plus proche. Tu sais, je veux dire, tu les connais par cœur, là, ces gens-là. C'est une grande intimité, hein. Ouais, puis il y a une barrière qui tombe à un moment donné aussi dans la pudeur, tu sais. Tu sais, je veux On dire, a accès à tout. T'as accès à tout, là. Tout, tu changes la couche, là, tu sais. T'as fait ça. Oui. Fait que, tu sais, il y a un moment donné, puis c'est super étrange au début, là, surtout quand t'es l'enfant ou quand t'es la petite fille, ou tu sais, c'est étrange ces moments-là, puis on dirait que souvent, je pense que ça m'a aidé, je pense, à traverser ça, mais souvent dans ces moments-là, on dirait que je me voyais d'en haut, là. Puis que j'étais comme... Tu t'observais, tu étais capable de sortir de ton corps puis de faire Ouais. « Oh mon Dieu, je suis en train de vivre J'étais ça. » comme, là. oh mon Dieu, que la vie, c'est absurde des fois. Puis j'arrivais comme... On dirait que ça rendait tout ça un peu plus léger. Pour ceux qui nous écoutent, Debbie, puis c'est une question qu'on pose à nos invités parce qu'on a envie d'entendre, mais quel conseil tu donnerais à des gens, les gens qui nous écoutent en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément? Oui, ben je pense que le conseil que je donnerais, puis tu t'en as parlé un peu en introduction, c'est de penser à soi aussi. Je pense que c'est facile quand tu es dans une relation de proche aidante, quand c'est en toi aussi d'être là pour les gens. Il y a quelque chose où, tu sais, il y a des gens qui, naturellement, t'aimes, tu sais, t'es là pour répondre à leurs besoins, puis t'aimes être là pour l'autre, puis tout ça. Mais c'est facile de s'oublier, je pense. Puis moi, c'est ce qui m'a sauvée avec mon père, tu sais, de jamais perdre de vue que j'avais une vie à me construire aussi, que j'avais du fun à avoir, tu sais, que malgré tout ça, on peut avoir du fun, tu sais. Ben oui, parce que toi, tu as ta vie à toi. Oui, ton père, il a sa vie à lui. Sa vie à lui, en ce moment, c'est une souffrance, c'est de la maladie, mais effectivement, tu étais jeune pour penser comme ça quand même. Tu avais une maturité. Mais puis d'en parler, tu sais, d'en parler, de se vider le cœur quand on a besoin, de partager puis de le dire si on a besoin d'aide, si un moment ou de le dire qu'on est fatigué, de le dire qu'on est en désarroi puis qu'on sait plus quoi penser. Puis, mais c'est ça qu'on vit. Oui, parce que c'est pas, il y a pas de performance là là-dedans. Non. Tu y vas, c'est de l'accompagnement, tu sais, tu y vas une journée à la fois, puis toi aussi t'es humain, t'es humaine, ça se peut que tu rushes, ça se peut que tu flanches, ça se peut que ça soit trop, ça se peut que physiquement tu sois fatigué, puis c'est correct, tu sais. Faut que les proches aidants se donnent le droit d'être fatigués aussi. Ouais. Puis ça fait pas que tu es un moins bon ou une moins bonne proche aidante, tu sais. Ah ouais, la culpabilité, la responsabilité. Debbie, merci. Oh, merci. Ça a été tellement un beau cadeau que tu viennes partager ça avec nous. Puis ben c'est évident. Quand on te rencontre, je pense que c'est unanime. Tu es une fille tellement authentique puis entière. Puis quand on découvre ton histoire, ben on comprend bien et mieux. Puis c'est tout ça qui fait que t'es la fille formidable que t'es. C'est tout ce que tu portes, puis c'est ton vécu. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. T'es fine, ma belle-fille, ma Caro. Oui, maman.
Notre prochaine invitée a une maîtrise en psychoéducation. Elle œuvre dans le réseau de la santé depuis maintenant 6 ans et elle se spécialise auprès des enfants avec des retards globaux de développement. Mais je viens de lui dire, parce qu'on vient de se dire un petit bonjour, j'aimerais préciser qu'elle est d'abord et avant tout une maman de 3 enfants, dont Joséphine, Léonard et Clarence. Anne-Sophie, je vais pas me tromper, Vanuise, bienvenue. Merci. Je l'ai dit comme il faut. Parfait. Oui, c'est parfait le nom de famille. Oui. C'est flamand, il faut se pratiquer pour l'avoir. Je suis très, très contente que vous soyez là avec nous. Je sais que vous travaillez avec des enfants, donc entre autres enfants autistes, des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Mais quel est votre travail précisément, Anne-Sophie? Bien, en fait, moi, ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Je travaille auprès de cette clientèle-là depuis 12 ans. Bien, avant ma fille, donc depuis 13-14 ans. Maintenant, je suis coordonnatrice en troubles graves du comportement auprès de cette clientèle-là. Donc, c'est 0-100 ans. Il y a des personnes qui ont des troubles graves de comportement. Donc, moi, je viens soutenir les équipes, les familles, quand je suis comme en bout de ligne un petit peu. Oui, exactement. Puis on dit que vous avez une double expérience parce que justement, vous êtes la maman de Joséphine, qui est votre fille, votre enfant. C'est la plus vieille des 3 qui est née avec un handicap. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander quelles sont les problématiques de Joséphine? Pas du tout. En fait, Joséphine est hors de l'ordinaire, là. Il n'y a pas d'autres cas qui existent comme elle. Elle est née, elle a un syndrome, le syndrome d'Igeorge, qui est un peu plus connu. Ça touche principalement sa santé. Là, il faisait des transfusions d'anticorps à chaque semaine, puis tout ça. Mais en plus, elle a une anomalie chromosomique qui n'existe pas dans le monde. Donc, quand elle est née, ils nous ont dit, on peut pas rien vous dire à part qu'elle va avoir une déficience intellectuelle, entre légère et profonde. Donc, vous avez frappé le gros lot, puis en plus, je dis, c'est pas connu, elle est pas mal seule dans tout ça. Ouais. Pour un parent, c'est sûr que mon Dieu, que ça doit être comme un désespoir au départ. Vous dites qu'à la base, même comme spécialiste, vous trouviez pas d'ouvrage qui pouvait vous informer, vous aider, vous éclairer, en fait, hein? Oui, en fait, tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, on était encore aux soins intensifs, puis je m'assoyais avec le centre de réadaptation, là. Joséphine avait 2 mois. Tu sais, je leur disais, je veux des services. Fait que, oui, je m'y connaissais, mais au niveau des livres, c'était beaucoup des livres difficiles, plus noirs. Puis ça, on sait que ça va être difficile. Donc, je cherchais beaucoup des aspects positifs. Quand j'ai su pour Joséphine, quelques semaines après mon accouchement, c'est pas tant oui, j'ai le handicap, mais moi, ce qui m'est venu en tête, c'est que je serai plus jamais heureuse. Puis là, j'obsédais là-dessus. Je disais, mais comment on vit une vie sans bonheur? Fait que c'est ça qu'il me fallait, un livre pour me dire, mais oui, ça va être difficile. Tu sais, on n'est pas dans un pays de licorne, mais il y en a tout plein de bonheur, là. Et ce livre-là, donc, vous avez décidé d'en écrire un, faute d'en trouver un qui était moins sombre, avec un certain réalisme, mais lumineux, éclairant, qui s'intitule « Tout au bout de la nuit, il y a des étoiles ». Et on va le mettre évidemment sur le lien de l'appui.org. Tous les détails vont être là. Je m'adresse à la maman, Anne-Sophie. Quand vous avez appris, parce que je peux juste imaginer, on est parents, on a porté cet enfant-là pendant 9 mois, on l'accouche, on lui donne la naissance. Il vient au monde, il naît, on apprend que notre enfant a des problèmes déjà au départ, puis après, on nous fait justement la nomenclature de ces problèmes-là, puis on vous laisse un peu dans le néant. Ça a été quoi votre réaction de maman, spontanément, là? Vous dites, je pensais que je serais plus jamais heureuse de ma vie. Avez-vous fondu en larmes? Ça a été quoi votre réaction? Non, moi, j'ai pas fondu en larmes. Je suis devenue j'étais en colère. Le moment où ils me l'ont appris, là, il devait être 12 autour de nous. Puis moi, j'étais là, non, mais vous le savez, son niveau de déficience qu'elle va avoir, vous me le dites pas. Fait que, je sais pas, je pense que je cherchais à avoir une emprise un peu, tu sais, un contrôle sur la situation. J'étais en colère, puis je suis pas certaine que j'ai tant une réaction de maman longtemps. Je me suis rapidement mise dans mon rôle de psychoéducatrice. Parce que comme mère, j'étais tellement désabusée, j'avais tellement pas de contrôle que je me rappelle quand on est sorti de l'hôpital après 3 mois et demi, je savais plus où je m'en allais. Donc là, je suis devenue dans mon rôle, moi, psychoaide auprès des enfants qui ont une déficience, je sais comment ça marche, je sais quoi faire, je sais quel exercice. Donc là, je suis vite allée dans, peut-être trop, là. Mais moi, ça m'a fait du bien de prendre ce rôle. Mais est-ce que ça vous a rattrapé à un moment donné, la maman, là?
La mère, est-tu revenue, elle, ou la psychoéducatrice est restée pas mal à l'avant-plan? Je vous dirais qu'à chaque fois qu'il y a des coups durs, la psychoéducatrice prend le relais, mais oui, nécessairement, C'est parce qu'on sûr, peut pas fonctionner tout le temps comme ça. Puis je vous dirais que quand j'ai eu mon deuxième garçon, je pense que là, la maman est embarquée. Là, j'ai réalisé que, tu sais, je savais pas, moi, être une mère autre qu'être une mère d'enfant handicapé. Un parent Donc, aidant aussi, hein, on rajoute ça, là. Oui. On parle des aidants, vous devenez un parent proche aidant, en fait. Oui, puis c'est comme ça que je me suis bâtie, c'est comme ça que je me trouvais bonne aussi. Puis un parent aidant, quand notre enfant est jeune, puis moi, elle avait des enjeux physiques, j'avais une équipe autour de moi. Donc, tu sais, j'étais bien entourée, tout ça. Fait que pour moi, tu sais, c'était mon connu. Mais quand mon garçon est né, ça, j'ai eu peur, beaucoup, beaucoup. Lui, il est né sans problème de santé, normal, là. ouais. Puis j'étais beaucoup, tu sais, on est qui si on n'est pas un proche aidant? C'est quoi ma valeur? Ça a été... Moi, j'ai trouvé ça difficile. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là que vous avez écrit tout au bout de la nuit, il y a des étoiles, Anne-Sophie? Qu'est-ce qu'on retrouve? Vous racontez votre histoire de maman? C'est la psychoéducatrice qui est en avant ou c'est les deux? Non, là, ça, c'est plus la maman. En fait, je l'ai faite quand j'étais co-directrice de la Maison des Petites Lucioles. La Maison des Petites Lucioles, c'est le centre de répit à Québec où ma fille va. OK. Et j'ai eu l'occasion, tu sais, de le faire quand j'ai été co-directrice à un petit moment. Puis tous les fonds vont à la Maison des Petites Lucioles. De la vente de votre livre, ouais. Oui, complètement. Puis, c'est des parents qui fréquentent cette maison-là qui ont témoigné leur histoire. C'est 10 familles, hein? C'est ça que j'ai lu là, sur l'info là, du livre. Puis, c'était bien dit avec eux. Il fallait que ce soit des familles, tu sais, qui étaient capables quand même de trouver de la lumière puis tout ça. Mais j'ai rencontré tellement des gens extraordinaires, là. Des gens que, tu sais, c'est le plus dur qui est arrivé dans leur vie, là, du lendemain, du jour au lendemain, ta vie change. Qui se sont entourés par différents... Tu sais, l'aide, c'est pas juste l'aide extérieure, qui ont trouvé des moyens, que ce soit dans la lecture, dans la prière. Diriez-vous, Anne-Sophie, que c'est parce qu'on n'a pas le choix? Hein, on est en mode survie, hein? On est en mode, on va se trouver des outils pour s'aider aussi, hein? Je pense que oui, mais tu sais, être proche aidant, ça dure longtemps. Donc, à un moment donné, pas qu'on a le choix, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi une volonté. Je sais pas, j'arrive difficilement à le dire, mais tu sais, c'est un choix qu'il faut renouveler à chaque jour. Ouais. Puis vous dites aussi que, j'imagine, à travers ces gens-là, ces familles-là que vous avez rencontrées, vous avez découvert, et surtout à travers votre propre expérience bien intime avec votre fille, qu'il y avait de l'espoir. Ça vient d'où? Parce qu'au départ, vous trouviez qu'il n'y avait pas d'ouvrage qui pouvait vous aider. Oui, vous aviez les soins, l'équipe qui pouvait vous aider à vous accompagner techniquement. Mais qu'est-ce qui fait que pour un parent, on voit de l'espoir? C'est quoi qui nourrit ça? Je pense beaucoup les intervenants qui nous entourent, parce que, tu sais, les gens qui travaillent là-dedans, ils aiment ces personnes-là, donc ils nous renvoient un regard positif aussi. Mais je pense aussi quand on a un enfant handicapé, en tout cas dans mon cas, c'est la vision de la vie qui change complètement. Puis tu sais, c'est notre enfant beaucoup qui nous donne l'espoir. Tu sais, moi quand je vois ma fille se batailler pour faire ses premiers pas, moi elle a été gavée pendant 7 ans pour apprendre à manger, je me dis oh mon Dieu, ça c'est des miracles, là, c'est ça. Oui, ben oui, complètement. Fait que tu sais, la vie prend une toute autre couleur. Je trouve ça touchant, Anne-Sophie, quand vous dites ma fille, elle m'a grandée. Ouais. Ça veut dire quoi? Ben moi, souvent, j'ai dit, si j'avais pu, je l'aurais eu plus tôt dans ma vie, Joséphine. Parce que, tu sais, moi, je suis une personne, tu sais, de nature anxieuse qui s'en fait avec tout et rien. Puis moi, avant, tu sais, je me disais, oh, la vie, c'est quoi? Puis tout ça. Puis quand j'ai eu Joséphine, je me rappelle, un soir à Sainte-Justine, je pleurais, puis j'étais couchée, puis je me suis dit, là, t'as 2 choix. Soit que tu fonces, ou soit que tu restes comme ça, puis tu sais, ça marche pas. Puis c'est ce jour-là où ma vie a pris un autre tournant, puis j'ai réalisé comme c'est beau la valeur d'une vie, tu sais, de tous ces petits détails-là. Puis, tu sais, c'est sûr que nos enfants nous obligent à sortir de nous aussi. Mais ma fille, elle m'a montré que j'étais tellement plus forte que je pensais. Jamais j'aurais pu penser ça. Puis maintenant, ça, c'est un cadeau que j'ai en moi, tu sais. Quoi qu'il arrive, je pense que j'ai travaillé sur moi aussi, là, mais... Bien sûr. Ça, c'est en moi, puis c'est tellement précieux. Puis donc, votre fille vous a obligé à grandir, hein?
Clairement. C'est sûr. Puis vous dites aussi que malgré les épreuves, vous aimez votre vie. Il y a des bons côtés à être un proche aidant. Puis là, on le disait, un parent proche aidant, que c'est pas tout noir. Il y a de la couleur. Ouais. Ça veut dire quoi? Mais encore? Ben, tu sais, être proche aidant, c'est d'être là pour l'autre. Puis, tu sais, je réfléchissais aussi à mon livre, tout ça, d'aider les gens, on s'aide aussi soi-même. Tu sais, moi, que ce soit dans mon travail, avec ma fille, tu sais, ça me nourrit immensément. Tu sais, sinon, je serais pas... Tu sais, je me plais à dire, moi, je suis comme Obélix, là, je suis tombée dans la potion du handicap et dans ma vie et à mon travail, là. À la totale, vous, c'est... En même temps, on se dit c'est le destin aussi, probablement. Tu sais, vous aviez déjà ça dans votre vie, puis on dirait que la vie, croyez-vous à ça, on vous a envoyé un enfant qui a choisi une maman, justement, qui était équipée aussi à la base, diriez-vous ça? Je le sais pas. Je pense que ça m'a immensément aidé à accepter, par exemple. Certainement, oui. Puis, tu sais, ça m'a donné des outils pour mieux l'accompagner. Tu sais, le fait que je baignais déjà dans cet univers-là, là. Et comme parent, Anne-Sophie, parce que on le disait, tu sais, vous êtes un parent proche aidant, faut mettre ces mots-là, là, maintenant, là. Parce que oui, on est un parent, mais c'est bien plus que ça, là, parce que on joue un peu à la gare malade, on joue à la psychologue, la physiothérapeute, hein, il y a tout ça, là, hein. Est-ce que vous trouvez, puis il faut travailler avec les équipes, hein, je veux dire, faut utiliser les services auxquels on a droit, auxquels on a accès. Je pense que c'est important pour continuer à être d'abord une maman, hein. Oui, puis ça, c'est très difficile, surtout en bas âge, là. Ouais. Parce que, tu sais, on a tellement de recommandations à gauche puis à droite, puis, tu sais, le fameux « tout se joue avant 6 ans », là. Oui. Donc, on se donne à 1000%, mais ça devient fou, là. Moi, j'avais une liste de recommandations, juste des gens qui voulaient m'aider, là. Mais puis, ça te met rapidement en échec parce que je peux pas et travailler l'alimentation et les crises de comportement et l'absence de sommeil. Et si, tu sais, ça devient fou, là. Fait que la culpabilité, oui, de lâcher prise puis de revenir dans ce rôle de maman, ça demande un travail sur soi, de lâcher prise. Oui, tu sais, moi, je me donne souvent un exemple avec ma mère. Moi, c'était pas un enfant, c'était ma mère, mais je me souviens très tôt dans sa maladie, on avait eu une grosse confrontation. J'étais une adulte, ma mère, c'est une adulte, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, attends, moi, si je veux être une bonne proche aidante, faut que j'aille me chercher des outils pour aider ma mère, parce que c'est sûr, je suis tellement émotivement impliquée. Donc, de faire ça, hein, de prendre un certain recul, puis de faire, OK, je suis sa fille, mais je suis son aidante. Je vais vouloir l'inspirer, mais je la pousse trop des fois. Hein, tous ces degrés-là, difficile. oui, c'est difficile, ces dosages-là, hein? Oui. Puis moi, tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai une équipe d'intervenants autour de notre famille qui sont là depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est souvent son éducatrice spécialisée à Joséphine qui me dit, oh, tu penses pas que comment toi tu vas, tu sais, parce que c'est facile de demander de l'aide pour son enfant, pour moi, mais aller pour moi-même dire, OK, je suis rendue où là-dedans, ça, c'est plus confrontant parce qu'on va être des superwomen, puis... Mais je pense que dès le départ, ben, j'imagine que c'est quelque chose qu'on apprivoise dans notre vie, un jour à la fois, une heure à la fois, mais quand même, tu sais, de demander de l'aide, hein, au départ, on fait, ben non, je suis sa mère. C'est sûr, là, vous, c'est peut-être plus chargé, mais les parents qui nous écoutent, qui ont un enfant avec un certain handicap, avec certaines limitations, là, vous, c'est gros, là, c'est chargé pendant plusieurs années, mais si on enlève tout ça là, dès le départ comme parent, on n'a pas besoin d'aide, c'est moi sa mère. C'est moi qui devrais être capable. Hein. Tout ça aussi, c'est difficile aussi pour les parents d'accepter d'avoir besoin d'aide ou d'avoir besoin du répit, d'avoir besoin d'un recul. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve l'aide la plus difficile qu'on a eu à faire, puis je l'observe aussi dans mon travail, c'est demander du répit. Ouais. Comme parent, là, c'est excessif. En tout cas, moi, je trouve ça encore difficile. Joséphine, ça fait 10 ans qu'elle va en répit, puis à chaque fois, je me sens coupable. Pourtant, je sais qu'elle est bien, puis que ça lui fait du bien, puis nous aussi, mais c'est tellement difficile. Puis moi, je le vois beaucoup chez les autres parents qui l'ont jamais fait quand leur proche aidant était jeune. Fait que quand tu es rendu au bout du rouleau, tout ça, ça doit être encore plus dur. Donc, je trouve que c'est un cadeau à se faire tôt, mais moi, c'est l'aide qui a été le plus difficile.
Qu'est-ce que vous diriez comme spécialiste, là, comme maman, les conseils que vous souhaiteriez donner aujourd'hui à travers ce balado-là, Anne-Sophie, pour tous ceux qui nous écoutent, les parents, les familles. Il y a des parents monoparentales là-dedans aussi. Il y a des parents qui en ont pas de ressources ou très peu ou qui savent pas trop. Vous êtes les deux, là. Vous êtes une spécialiste et une maman. Donc, vous savez de quoi vous parlez, la puissance 1000, là, quelque part, là? Ouais, c'est comme si le message des deux concorde pas. Comme intervenante, c'est sûr que je dirais aux parents de se faire confiance. De se faire tellement confiance, là, parce que c'est eux qui connaissent plus leur enfant. Puis, tu sais, s'ils sentent que c'est pas la bonne voie à prendre, d'oser, tu sais, le dire. Puis, surtout ça. Ça serait mon conseil d'intervenant. Trouvez-vous? De maman. Oui, de maman. Ben, de maman, je dirais de dormir. Donc, tu sais, parce que quand on dort pas, c'est tellement tout est pire. C'est que ça va un peu avec ce que je disais, tu sais, d'accepter rapidement de prendre du répit. Pour être en forme, justement, pour au long bien cours. Accompagner, hein, puis d'avoir une présence qui est positive dans leur vie aussi. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que vous diriez que les familles sont trop peu au courant de l'aide qui est disponible, Anne-Sophie? Oui. Moi, ça, je le vois dans mon travail, là, mais tu sais, je côtoie d'autres proches aidants, des mamans super informées qui vont aller, qui vont batailler pour avoir les services. Puis oui, les gens, je sais pas pourquoi c'est dur d'avoir l'info. Tu sais, moi, j'avais beaucoup d'infos, puis je le vois sur mes services que j'ai, puis l'accompagnement que j'ai sur Joséphine, comparativement à d'autres parents qui seraient pas dans le système, qui sont moins au fait. Exact. Fait que diriez-vous également que le réseau de la santé a tout de même un rôle important à jouer, que dès le départ, faut équiper les parents, faut les entourer, faut appeler ici, appeler là, vous habitez dans quelle région? Un peu, moi, je remets toujours ça au rôle du service de l'appui, hein, des proches aidants. C'est comme la centrale de toutes les informations partout au Québec, des services qui existent. Donc, le milieu de la santé a un rôle important à jouer dans ça au niveau des familles, hein, et pour les familles. Oui, puis tu sais, le global, tu sais, même aller dans les hôpitaux, il faudrait que rapidement, tu sais, qu'ils sachent, mais en même temps, tu sais, ça va avec la mouvance de personnel, tout ça, fait que j'imagine que c'est un savoir qui se perd, là, mais... Puis des fois, c'est long à avoir un diagnostic aussi, hein. Avant là d'arriver, elle a ça, ça pourrait vouloir dire ça, mais en même temps, elle a pas ça. Puis ça peut prendre des semaines, voire des mois et des fois des années avant d'avoir des diagnostics officiels, si on veut aussi, hein, pour tout les à parents. fait. Là. Puis tu sais, ça aussi, tu sais, c'est à deux voies parce que tu sais, nous, elle avait des enjeux physiques, fait que rapidement, on a eu beaucoup de services. Fait que le diagnostic tombe plus vite, puis tout ça. Mais oui, d'autres fois, c'est très compliqué, là. Puis tu sais, ce qui me faisait réfléchir, c'est quand on est parent d'un enfant handicapé, je suis pas certaine qu'on se voit souvent comme proche aidant. Donc, est-ce qu'on va aller chercher ces ressources-là de proche aidant? Je suis pas certaine. Exact. Parce qu'on est juste des parents. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi qu'il faut développer, j'imagine. Oui. Comme parents en général dans la vie, qu'on a le droit d'aller chercher, puis il faut aller chercher de l'aide des fois, qu'on peut pas tout assumer. On n'est pas équipé, hein, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des ergothérapeutes, on n'est pas des physiothérapeutes. En tout cas, certains oui, mais on peut pas porter tous ces chapeaux-là et exceller dans tout ça tout le temps. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous dis bonne route avec votre Joséphine, votre belle Joséphine et vos enfants. Merci d'avoir participé au balado aujourd'hui. Puis c'est évident qu'on va mettre le détail de votre livre. Je veux répéter le titre. Donc, tout au bout de la nuit, il y a des étoiles. Et donc, on va mettre ça sur l'appui.org pour que les gens aient accès aux détails de ce livre-là. Merci infiniment. Un gros merci à vous. Merci, à la prochaine. Au revoir. Pour ce troisième volet du balado des proches aidants, j'ai le grand plaisir d'accueillir une intervenante psychosociale à la MRC de Mascouche dans un centre d'aide. Elle a, paraît-il, une grande expérience reliée au domaine de la proche aidance, soit avec la Société d'Alzheimer et également en gériatrie. Et ça me fait plaisir de l'accueillir. Christelle Cornelis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, vous travaillez avec le réseau des proches aidants Les Moulins. Oui, tout à fait. Donc, dans le coin de la MRC de Mascouche. Votre travail consiste en quoi?
précisément? Donc, dans le fond, en étant intervenante, on reçoit à tous les jours des appels de proches aidants en détresse. Soit ils nous ont été référés par le réseau de santé, ou par la Société Alzheimer ou d'autres partenaires. Et donc, dans le fond, on les accompagne dans leur étape de proche aidance parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont en détresse. Donc, on les a au téléphone. Le premier contact, en général, c'est par téléphone. On leur fixe un rendez-vous. On les rencontre, puis on les épaule dans leur étape de proche aidant. Donc, vraiment, où ils sont rendus au moment où ils nous appellent. Puis, on leur propose des services jusqu'à temps que la proche aidance se termine. Ouais. On a autant des proches aidants qui restent encore à venir chez nous, même si leur personne à tête est décédée. Ah ben oui, parce que ça continue l'après de tout ça. Oui. Et je trouve ça important et super intéressant, Christelle, parce que vous dites, pour un proche aidant, là, c'est important d'abord et avant tout de comprendre la maladie. Oui, c'est tout à l'étape fait. 1, là. Oui, il y a le choc. Hein, on reçoit un diagnostic. Ça nous tombe dessus, oui, comme une tonne de briques, j'imagine. Mais après ça, pour être efficace, pour être un bon proche aidant, pour s'aider soi-même aussi, faut comprendre la maladie. Tout à fait. Puis, c'est aussi, quand ils arrivent, ils veulent tout savoir. Ils veulent savoir qu'on leur donne, dans le fond, la recette. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on leur explique. C'est sûr qu'au réseau des aidants, c'est pas notre spécialité pour la maladie. Donc, on les réfère, quand c'est un trouble neurocognitif, on les réfère aux sociétés Alzheimer ou dans d'autres organismes si la problématique est autre. Mais effectivement, on est là pour pas leur donner la recette magique parce que chaque parcours, il y en a pas. Ouais. Chaque proche aidant est différent. Donc, si j'ai deux proches aidants qui vivent sensiblement la même réalité, ce sera quand même différent. Donc, on est là pour les accompagner individuellement dans la réalité qu'ils vivent. Puis, veut pas que j'imagine quand on reçoit un diagnostic, on se sent un peu démuni, puis peut-être un peu laissé à soi aussi face au réseau. Hein, on reçoit un diagnostic, puis ben on s'en retourne chez nous, mais là, il faut mettre en marche un système, hein, on a besoin de se mettre en marche avec de l'aide, c'est ça. Tout à fait. Puis quand il y a un diagnostic, en fait, peu importe le type de diagnostic que les personnes reçoivent, les proches aidants sont souvent aux prises avec un sentiment de culpabilité. Ils arrivent, pourquoi est-ce que c'est mon conjoint? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui va se passer? Puis bien souvent, oui, au réseau, on est des proches aidants d'aînés, donc on a beaucoup d'aidants d'aînés. Mais il faut pas oublier qu'il y a des aidants aussi qui sont plus jeunes. Donc, ça peut être des enfants, qui s'occupent de leurs parents. On en a eu, nous, dans notre saison 1 ici, avec notre balado. Puis, ça touche donc le soutien pour comprendre cette maladie-là. Tout à fait. Oui, en général, voici les étapes, mais en même temps, chaque expérience est différente, chaque expérience est unique. C'est ça. Mais on a besoin de se sentir entendu, compris et accompagné à travers ça. Oui, tout à fait. Puis peu importe que ça soit du Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est sûr dans les troubles neurocognitifs, maladie d'Alzheimer est souvent à des plus communs, mais peu importe le type de proche aidance, on a vu il y a pas longtemps passer dans les médias une maman avec son enfant. Le parcours du proche aidant reste sensiblement le même. Ouais. Exact. Et moi, je me prends souvent en exemple parce que je suis passée à travers donc le réseau de santé pendant 4 ans et demi avec ma mère jusqu'à son décès. C'est important d'être proactif. Moi, je me suis rendu compte, c'est sûr qu'il y a une façon là de s'imposer dans les soins, dans les suivis, tout ça, mais on a une place à prendre. Puis moi, je me suis rendu compte à travers ces années-là que le système, le réseau de la santé, les médecins aiment quand on s'implique, aiment quand on pose des questions. On s'équipe et on fait équipe avec eux aussi. Moi, j'ai beaucoup senti ça, que les médecins et les spécialistes appréciaient le fait que j'étais au courant. Puis des fois, même, je les aidais un peu parce qu'ils s'étaient pas rendus compte que elle a déjà eu ses prises de sang, elle a déjà eu tel traitement, on a déjà notre rendez-vous avec telle personne. Ça aide beaucoup aussi à comprendre et à apprivoiser toutes ces étapes-là. Hein? Tout à fait. Puis on est dans une ère où on parle de proches partenaires ou en santé mentale, ils parlent de patients partenaires. Puis moi, j'ai toujours à mes aidants, quand ils arrivent, c'est vous qui êtes au cœur. C'est vous qui vivez, c'est vous l'expert. Nous, on est là pour vous épauler, pour vous expliquer, mais s'il y a des choix à faire, c'est vous qui connaissez le mieux. On devient expert malgré nous, mais il faut le devenir, fait, hein, oui. parce que c'est nous, on est au front, là, on est en la première ligne avec
les membres de notre famille ou la personne concernée. J'aimerais ça qu'on parle de la confusion des rôles. Oui. Christelle, je trouve ça super intéressant, super important aussi. Concilier les rôles, hein? On est conjointe, mais on devient infirmière. On est maman, mais on devient proche aidante. Un parent, on le disait, proche aidant. Ça aussi, c'est une étape, là. Puis il faut savoir gérer ça parce que ça devient confus à un moment donné. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je l'ai beaucoup, dans mon expérience, je l'ai beaucoup vu avec les conjointes. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de proches aidantes féminines que de proches aidants masculins, mais je l'ai beaucoup vu. Puis j'ai une expérience, une dame précisément en tête, qui me disait, je sais plus si c'est c'est plus l'homme que j'ai marié, donc je sais plus si c'est mon conjoint. Elle dit, j'ai le rôle de maman, elle avait aussi ses enfants, les petits-enfants, le rôle de maman, de grand-mère, le rôle de conjointe, mais aussi de garde-malade. Je me situe où, moi, là-dedans? Donc, au réseau, on est là aussi pour leur dire que ils ont des besoins, il faut qu'ils se respectent. Puis, mais ça, c'est dur. C'est difficile pour eux parce que ils sont pas dans le rôle de conjointe. Puis la personne avec qui je pense me disait, mais j'aurais jamais épousé mon conjoint si j'avais su qu'il était comme ça. Puis c'est terrible de dire ça. Puis elle s'en voulait d'avoir dit ça, mais là, elle n'était plus dans son rôle de conjointe, elle était dans son rôle de garde-malade. Puis c'était confus. Donc, ça fait partie de notre rôle au réseau de les aider à se resituer puis à penser à eux aussi. Et donc, d'accepter de l'aide, d'accepter que non, demain matin, tu devrais, pendant que l'infirmière va venir lui donner son bain ou faire sa toilette ou ses injections, peu importe, vous le savez qu'elle est là 1 heure ou 2, allez prendre une marche, allez prendre un café avec une amie. C'est ça qu'il faut se permettre pour ventiler, en fait, hein, parce que c'est tellement exigeant, c'est tellement confrontant, puis c'est limitant, puis il y a plein de deuils à travers ça aussi. Oui, hein, on appelle ça des deuils blancs souvent. Mais il y a beaucoup de deuils aussi à travers ça comme rôle de proche aidant. Tout à fait. Puis avec l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la dame que je côtoyais, elle devait faire le deuil de sa vie de couple. Mais on est là aussi pour leur dire, la proche aidance, c'est pas juste des mauvais moments. Il y a aussi des belles histoires. J'avais une dame qui me racontait que sa maman était atteinte d'un trouble neurocognitif, mais sa maman était très froide. Mais avec la maladie, les barrières sont tombées. Puis s'est adoucie. Elle a eu la maman qu'elle a toujours rêvée. Donc ça fait partie, j'en ai des frissons quand j'en parle, ça fait partie des belles expériences. Puis ce qui est le fun aussi du rôle d'intervenant, c'est qu'on est témoin de ça. On est témoin de voir les belles choses qui peuvent se passer au travers de la proche aidance. Oui, il y a des deuils blancs. Oui, il y a des étapes pas faciles. Quand ils arrivent dans le bureau, on leur dit pas que ça va être facile. Là, on n'est pas là pour les décourager non plus. Mais on essaye d'être le plus transparent possible pour les aider. À apprivoiser cette nouvelle vie. C'est vraiment apprivoiser. Hein, souvent, on dit ça, elle accepte pas sa maladie. Non, elle l'acceptera jamais. Le chemin, c'est d'apprivoiser cette réalité-là. Tout à fait. Hein, c'est un grand apprivoisement. Vous parliez justement des troubles cognitifs. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de services. Vous dites que plus on diagnostique tôt, plus on peut aider. Ça aussi, c'est important. Oui. L'exemple qui me vient en tête, une femme de 70 ans qui vit avec son mari qui en a peut-être 75. Depuis plusieurs mois, elle sent qu'il y a un changement. Il oublie ceci, il oublie ça. On veut pas le dire à nos enfants, on veut pas le dire à la famille, on le dira pas au médecin, on fera pas en sorte de prendre un rendez-vous chez le médecin pour aller voir ce qui se passe, mais c'est super important. Tout à fait. La première étape, c'est d'en parler à son médecin de famille. Puis le médecin de famille, lui, va investiguer, voir si... parce qu'il peut y avoir... Oui, il y a des troubles cognitifs, mais c'est pas nécessairement dû à de l'Alzheimer. Non, Ça peut être un problème au niveau d'une prise de sang, d'un débalancement, mais c'est vraiment la première étape. Moi, j'ai beaucoup d'aidantes qui m'appellent. On soupçonne ça chez mon mari. Il a beaucoup de perte de mémoire. Il oublie le poêle allumé, etc. Donc, nous, on va les réorienter. Puis oui, d'autant plus que pour les proches aidants en début de maladie ou les maladies précoces, oui, il n'y a pas beaucoup de services, je trouve. Il y a des services, mais sont organisés pour une personne avec un trouble cognitif 65 ans et plus. Tandis que si on a une personne qui a 45 ans, 55 ans avec un trouble neurocognitif, ça a besoin d'être
Adresser, oui, tout parce à fait. que souvent ils ont peur, hein, je veux pas le placer, si je le dis, ils vont le faire partir, il acceptera jamais ça, se faire aider, ben non, c'est moi, il voudra jamais que quelqu'un d'autre l'aide, il voudra jamais que quelqu'un d'autre le lave, il voudra jamais que il y a pas le choix parce que vous pesez 82 livres puis lui en pèse peut-être 140 puis vous êtes pas capable de le lever, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous briser une hanche. Tu sais, la liste est longue là des dangers en fait, hein. Donc c'est ce que vous aidez aussi, c'est à décortiquer tout ça puis à faire comprendre et à aider donc dans ce cheminement-là. Tout à fait, oui. Ouais. Les ressources évidemment vont devoir s'ajuster, se diversifier. On s'en va vers un système médical. Moi, j'ai parlé avec des médecins qui prônent beaucoup l'approche aidance. Puis de toute façon, je pense que quand on est malade, on a envie d'être chez nous, dans notre maison, dans notre lit, dans nos affaires. Alors, veut pas, les ressources vont devoir se diversifier. Puis on dit aussi que plus la population est vieillissante, plus les besoins vont être grands. Alors, faut vraiment pallier, hein, les organismes communautaires, le public, le service de santé. Faut travailler de plus en plus ensemble. En collaboration, oui, on n'a pas le choix. Il y a souvent qu'on recevait des références de médecins ou bien même d'autres organismes qui nous disent telle personne a reçu un diagnostic, est-ce que vous pourriez, avec l'accord de la personne bien sûr, est-ce que vous pourriez les aider? On n'a pas le choix de travailler parce que d'autant plus que une personne proche aidante arrive pas seule. C'est la dualité avec sa personne malade, mais tout le reste de la famille. Ou les enfants, oui, tout le monde. C'est ça, donc il faut qu'on puisse travailler toutes les organismes ensemble, le réseau de la santé. Il faut qu'on arrive à tout le monde s'entendre sur un dossier. Puis main dans la main, main dans la main. On est raccord, hein? Oui, on travaille ensemble, on est raccord. En terminant, qu'est-ce que vous pourriez dire, Christelle? Quel serait votre message que vous aimeriez livrer auprès des gens qui nous écoutent aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a dit, ce qu'on a échangé? De ne pas hésiter à demander de l'aide. On est là, puis on est là sans jugement. Donc vraiment, de ne pas hésiter à demander de l'aide, puis de ne pas se laisser aller. Parce que les personnes ne sont pas seules. Faire partie d'un groupe de soutien, appeler au réseau chez nous, appeler à FO Aidant, appeler dans les sociétés Alzheimer, les gens ne sont pas seuls. Exact. C'est pas nécessaire d'être seul. Non. Puis au contraire, si vous voulez garder votre aidé plus longtemps, vous avez besoin d'aide vous-même, en fait. Oui, hein? tout à fait. Oui, exactement. Puis les services sont là. Merci infiniment, Christelle Cornelius, d'être venue à notre balado aujourd'hui. Merci. Merci. Ben, c'est ici que se termine le 2e épisode de cette 2e saison du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. J'espère que ça a résonné chez vous aujourd'hui. On est revenu à la base, hein, aller chercher de l'aide. On l'a vu à travers nos invités à quel point c'est une clé si importante. Moi, je me dis toujours, si on veut être un bon aidant, si on veut être une bonne aidante, faut aller se chercher de l'aide. Ça nous donne plus de levier, ça nous donne plus de force, plus de capacité. Puis je trouve qu'on peut vivre notre rôle de proche aidante d'une façon plus saine, plus vraie, plus riche aussi. J'aime aussi vous rappeler que si vous vous êtes reconnu à travers ces témoignages-là, ces histoires-là, ben vous avez la possibilité aussi, peut-être que vous avez reconnu des personnes de votre entourage qui pourraient avoir besoin d'aide. Ben faut pas hésiter à contacter Info Aidant. C'est un service qui est là pour vous. Je vous rappelle le numéro 1-855-852-7784 ou via le courriel aussi, vous pouvez écrire à info-aidant@l'appui.org. Aussi, sur le site de l'appui, l'appui.org, tous les détails sont là. Il y a plein de références que vous pouvez trouver. Et évidemment, peu importe où vous vous trouvez à travers le Québec, l'appui est là pour vous guider vers les ressources que vous avez près de chez vous, donc accessibles. Les conseillers aussi, les conseillères sont là pour vous écouter, vous soutenir, vous guider justement vers les ressources disponibles dans votre région. Si vous avez envie aussi de partager votre histoire, votre vécu avec nous, on veut vous lire, on veut vous entendre. Vous allez dans la section témoigner de votre expérience sur l'appui-balado.org.
Alors, on se retrouve bientôt. J'ai déjà très hâte pour un nouvel épisode où on va parler d'équilibre donc entre la vie personnelle et professionnelle d'un proche aidant. Comment continuer à travailler, comment en parler aussi avec notre employeur et toutes les autres questions qui s'imposent. Je vous souhaite une belle semaine. Hâte déjà de vous retrouver et prenez aussi soin de vous. Ici Marine Orsini, je vous dis à bientôt.